Bonjour à toutes et à tous. Étant donné que je ne vous vois que le mardi et le jeudi, vous comprendrez qu'il est difficile de vous laisser comme ça une semaine sans vous voir, de ne vous voir qu'une semaine sur deux. Donc pour le moment, je vais essayer de compenser en vous proposant de façon régulière des capsules vidéo qui vous permettront de faire chez vous les activités et de vous appuyer sur ce type de dispositif pour avoir un ersatz de cours, une forme de remplacement du cours en attendant la semaine prochaine où on pourra se retrouver et dans ces cas-là ce seront à vos camarades que seront destinées les vidéos. Donc pour que ce soit un peu plus clair, je vais reprendre au début de ce chapitre, au début de cette deuxième partie. Nous avions terminé euh, la question de la gestion des ressources en Inde. Si vous avez un doute, hein, vous pouvez retourner sur PearlTwist pour aller chercher les documents. Et nous allons donc nous attaquer à la partie cours un peu plus formelle, des ressources majeures sous pression. Alors, dans cette première sous-partie, une population en croissance, euh, nous allons observer un petit peu la population mondiale. Comme vous pouvez le constater, la population mondiale a été multipliée par plus de 4 depuis le début du XXe siècle, passant de 1,6 milliard d'habitants approximativement à 7 milliards aujourd'hui. C'était 7,3 en 2015, il y a 5 ans. Parallèlement, le XXe siècle a vu de très nombreux progrès, inventions et techniques permettant d'augmenter la rentabilité, notamment la rentabilité agricole, ce que nous avons vu dans le cas de l'Inde. Néanmoins, les ressources essentielles aux activités humaines, elles, n'augmentent pas. Et ces ressources essentielles, quelles sont-elles? Eh bien, je vous remercie de poser la question. Ce sont l'eau et l'énergie. L'énergie, quelle que soit sa forme, hein, que ce soit la nourriture que vous ingériez ou l'énergie solaire qui fait pousser les plantes, etc. Ces deux formes, ces deux ressources essentielles sont à la base de toutes les autres activités. Pour s'assurer ces ressources, les États font des choix stratégiques. Tout d'abord, la disponibilité des ressources. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, certains pays produisent beaucoup plus de pétrole par jour. Eh bien, cela ne vous étonnera pas d'apprendre que les pays qui produisent le plus de pétrole sont aussi les pays qui en consomment le plus. Le Moyen-Orient, par exemple, hein, dans la région du Moyen-Orient, c'est 98% de la consommation énergétique qui est assurée par des énergies fossiles. On pourrait aussi citer le cas des États-Unis, par exemple avec le charbon, ou le Canada avec l'hydroélectricité, les barrages électriques. Autre critère dans le choix des ressources, la maîtrise technologique. Par exemple, la France a fait le choix du nucléaire. Alors, premièrement parce qu'il n'y avait pas d'autres ressources, hein, la France n'a pas de pétrole, mais il paraît qu'elle a des idées. Donc les centrales nucléaires, mais avoir des centrales nucléaires, ça veut dire être en mesure de les entretenir sur le très long terme et avoir suffisamment confiance, par exemple, dans sa capacité à former un personnel qualifié qui sera en mesure de s'en occuper. C'est donc un investissement sur le très long terme. Autre, euh, autre argument, autre critère à prendre en compte, les réalités géopolitiques. Les États contrôlent leur production via des sociétés nationales. Gazprom pour le gaz en Russie, PetroChina pour le pétrole chinois, etc., etc. Ces sociétés sont des armes géopolitiques et économiques. Par exemple, ici dans le cas de la Russie et de l'Union européenne, vous voyez que les deux sont reliés par une multitude d'oléoducs et que en cas de contentieux entre l'Union européenne et la Russie peut utiliser ces oléoducs, hein, ces gazoducs, cet approvisionnement comme une arme géopolitique contre l'Europe. Autre exemple géopolitique, le cas de, d'Israël et de ses voisins, Jordanie, Syrie, Liban, qui se disputent, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la gestion de la vallée du Jourdain et de son eau. Vous avez ici hein, la présence de soldats israéliens sur le plateau du Golan, en haut de donc aux sources du Jourdain dans cette région contestée. Or, depuis les années 2000, la pression s'est accrue sur les ressources en eau et en énergie. Plusieurs raisons à cela. Le développement industriel de nombreux pays qu'on disait émergents, qui donc ont accès
à davantage de consommation, nouvelles habitudes de consommation, l'informatique par exemple, c'est 10% de la consommation d'énergie dans le monde, de nouveaux marchés de consommation s'ouvrent, ce qui entraîne une augmentation de la production et donc une augmentation de la consommation de ressources. On est alors amené à se demander quelles sont les conséquences de ces nouveaux modes de consommation, de cette augmentation aussi importante de la consommation humaine qui va de pair avec le développement démographique de la Terre. Vous voyez ici sur ce graphique l'augmentation de la consommation en énergie qui depuis les années 2000 connaît une véritable hausse et vous pouvez d'ailleurs constater que c'est encore le pétrole et le charbon qui sont les sources d'énergie les plus utilisées, même si tout en bas on peut noter avec intérêt que depuis 2010 les efforts faits dans les énergies renouvelables sont loin d'être négligeables. Alors les besoins augmentent, ça c'est un fait, nous venons d'en parler. En théorie, les ressources disponibles sur Terre sont largement suffisantes pour satisfaire les besoins de l'humanité. La question n'est pas tant celle de la disponibilité donc que celle de la répartition ou de la redistribution de ces ressources. Par exemple, 11% de la population n'a pas d'accès à l'eau potable. Une personne sur 7 n'a pas accès à l'électricité. Ces inégalités à l'échelle mondiale sont extrêmement importantes et peuvent dans certains cas se retrouver aussi à l'échelle locale. Vous pouvez voir sur cette carte que en 2004, on considérait qu'une grande partie de la population mondiale, principalement concentrée en Afrique subsaharienne et dans certains pays asiatiques, n'avait pas accès à de l'eau potable améliorée, c'est-à-dire de l'eau potable qui bénéficie d'un minimum de protection euh, par rapport à de l'eau de rivière par exemple. Je vous disais donc que ces inégalités en termes de ressources se retrouvent aussi à l'échelle locale. Là, nous avons deux cartes de France qui montrent avoir deux situations différentes, l'une en 2019, enfin les deux en 2019, pardon, l'une en octobre, l'autre en juin, et on voit par exemple sur celle de gauche au mois de juin pendant la canicule qu'il y avait un manque d'eau dans certaines régions, alors que d'autres départements n'étaient pas considérés comme étant à risque. Et pareil concernant à droite la carte de vigilance météo mettant en avant des risques d'inondation sur certaines parties du territoire, mais pas sur toutes. À l'échelle locale également, les situations peuvent être très différentes, notamment en raison de ce qu'on appelle les conflits d'usage. Vous avez ici l'exemple d'un aquapark, Sahara Beach Aquapark en Tunisie. Le nom de cet endroit vous laisse supposer la localisation, donc proche du désert du Sahara. Et donc la question peut se poser ici de savoir est-ce que l'eau qui est utilisée doit être utilisée pour satisfaire les besoins des touristes ou pour satisfaire les besoins des habitants ou des activités économiques de la région. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Dans les deux cas, on peut considérer par exemple que les touristes sont une ressource économique pour la région, qu'ils apportent de l'argent qui peut ensuite être réinvesti, etc. Donc ici, il n'y a pas une réponse tranchée à cette problématique, mais il y a des conflits d'usage qui se posent. Quand un conflit d'usage, c'est quand il y a littéralement deux usages différents pour une même ressource et que la ressource en question n'est pas suffisante pour satisfaire les deux. Autre exemple ici avec l'Arizona, état très très aride des États-Unis. On peut se poser la question de savoir s'il est pertinent de maintenir un club de golf avec l'arrosage permanent que ça suscite, que cela suppose, pardon, dans une région qui manque tant d'eau. Vous avez de l'autre côté de l'écran cette photo célèbre de Tuca Vieira, prise à Sao Paulo, qui met là aussi en avant la question du conflit d'usage, où vous avez des usages différents de mêmes ressources qui ne semblent pas être partagés équitablement. La notion d'empreinte écologique est peut-être une notion que vous avez déjà croisée. Elle permet de représenter de manière un petit peu imagée le nombre de terres nécessaires. Hein, c'est un peu comme si on vous disait si tout le monde consommait comme un habitant des États-Unis, et bien voilà,
en 2017, selon ce calcul, si tout le monde consommait comme un habitant des États-Unis, il faudrait au total 5 planètes Terre. Si tout le monde consommait comme un Français, il en faudrait 3. Et si tout le monde consommait comme un Indien moyen, il faudrait 0,6 planètes Terre. Nous serions donc dans le positif. Le problème, c'est que la moyenne, elle est à 1,7. Si nous avions tous consommé comme des Qataris cette année, eh bien, au 22 février, nous aurions brûlé l'intégralité des ressources de la planète Terre. C'est-à-dire que nous n'aurions même pas tenu 2 mois. Un autre exemple qui est utilisé pour essayer de sensibiliser les gens à, à la consommation des ressources, c'est le principe de l'eau invisible. Un autre exemple, c'est celui de l'eau invisible. On parle souvent de l'économie d'eau avec le brossage de dents, il faut couper le robinet, la chasse d'eau, la baignoire, il faut préférer la douche, etc., etc. Mais ça, ce sont des moyens qu'on connaît tous, dont on a tous déjà entendu parler. Mais il y a d'autres façons d'économiser l'eau qui sont moins connues. C'est ce qu'on appelle l'eau invisible ou l'eau virtuelle. Par exemple, quand vous achetez un jean, eh bien pour faire ce jean, pour fabriquer ce jean, il a fallu approximativement 5400 litres d'eau. 1 kg de riz, c'est 1400 litres d'eau. 1 kg de bœuf, c'est plus de 15 000 litres. Il y a plusieurs moyens de compter ça, et on peut en arriver à des résultats assez aberrants. Par exemple, une bouteille en plastique d'1 litre vide. Pour fabriquer cette bouteille, il a fallu consommer 1,5 litre d'eau. Donc l'eau invisible est aussi une manière qu'on a trouvé de sensibiliser ici les gens à la consommation d'eau, essayer de leur faire prendre conscience de la consommation de ressources qu'il y avait derrière l'eau réellement consommée. Face au défi mondial représenté par la crise des ressources, une prise de conscience s'impose. Différentes COP se sont tenues, la COP 21 à Paris, puis vous avez la COP 23 aux Fidji. Le problème, c'est que les Fidji étant menacés par la montée des eaux, elle s'est tenue à Bonn en Allemagne, la COP Marrakech, etc. La dernière qui devait se tenir au Chili, mais pour des raisons sociales, il y avait des manifestations, s'est tenue à Madrid. La 2020 a été annulée pour des raisons de Covid et la 2021 se tiendra en Écosse. Il y a également d'autres organisations que les COP. Il y a l'ONU qui répète souvent sa volonté de voir des efforts faits en faveur du climat, que ce soit avec les objectifs du millénaire qui visaient à promouvoir le développement durable, que ce soit avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui fait souvent des rapports qui malheureusement ne sont pas peut-être pas pris avec autant de sérieux qu'ils le devraient, et plusieurs organisations comme celle que vous avez ici représentant 700 maires de différentes grandes villes dans le monde qui se sont réunis afin de discuter du changement climatique suite à la conférence de Paris en 2015. Il existe pourtant différentes solutions et il est possible d'agir à toutes les échelles. Par exemple, dans le traitement des eaux usées. En France, le traitement des eaux usées est relativement peu développé puisque seulement 0,2% de l'eau usée en France est recyclée, est traitée. La moyenne en Europe est plutôt de 2%, alors qu'en Israël c'est de 70%. Elle est là-bas utilisée pour l'irrigation principalement. On peut aussi coopérer de la meilleure façon entre les pays au sujet des cours d'eau partagés. On a vu l'exemple d'Israël, mais il y a aussi un autre exemple entre les États-Unis et le Mexique à propos du fleuve Colorado. À gauche, vous voyez le débit du fleuve Colorado qui descend de plus en plus et une fois qu'il a passé la frontière, il est de moins de 1 mètre cube. À cet endroit-là de la frontière, c'est l'endroit où le Colorado passe entre les États-Unis et le Mexique. Et vous voyez que d'un côté, il y a des fermes côté États-Unis qui nous indiquent
de l'agriculture, une forte irrigation, et de l'autre côté, côté Mexique, vous voyez que le sol a l'air beaucoup plus aridé. Il n'y a pas de culture, euh, on croirait vraiment un désert. Donc je disais la collecte d'eau de pluie, mais aussi et surtout avoir des infrastructures mieux entretenues. Par exemple, en mars 2014, le magazine 60 millions de consommateurs révélait que 20% au total de l'eau en France, soit 1300 milliards de litres d'eau chaque année, étaient perdus via les fuites dans les canalisations. Un autre exemple, Mexico. Mexico, c'est 40% de l'eau qui est perdue dans des fuites chaque année. Alors bien sûr, on peut faire attention à sa consommation, qu'elle soit électrique ou hydraulique, douche, arrosage, etc., etc. Toutefois, ces enjeux d'économie des ressources en lien avec le changement climatique trouvent un écho de plus en plus important dans la société civile qui se mobilise en ce sens pour relever ces défis et pousser les différents gouvernements à prendre des mesures fortes. De nouveaux groupes militants occupent l'espace public et tentent d'attirer le débat politique sur ces sujets. On entend des slogans écologiques chez certains manifestants, que ce soit chez certains gilets jaunes il y a 2 ans. Il y a les Jeunes pour le climat, des associations comme Extinction Rébellion ou encore la popularité de Greta Thunberg qui vient renforcer et souligner cette volonté de changement du climat. À moins que vous n'ayez des questions, auquel cas je vous invite à regarder à nouveau la vidéo et si vous n'y avez pas trouvé les réponses attendues, à m'envoyer un message. Je vous invite à vous rendre sur Pearl Trees afin d'y trouver les documents relatifs à l'étude de cas suivante sur Lubrizol, ce qui s'est passé l'année dernière à Rouen. Vous trouverez les documents donc sur Pearl Trees avec 3 questions sur lesquelles je vous demande de réfléchir. Bon courage et à la semaine prochaine.